chante l'histoire glorieuse de notre demi-dieu Hachichiki, qui a tout inventé ici sur notre terre. Hachichiki désirait pêcher les poissons volants. La première fois, il voulut les harponner avec sa lance, mais ils étaient bien trop rapides, car les dieux avaient permis à ces poissons de s'envoler dans les airs. Il essaya ensuite avec un hameçon en bois, mais ce poisson était si puissant que sa bouche se déchira. Hachichiki eut alors l'idée de les saisir dans un filet, mais ils étaient si malins qu'ils sautèrent par-dessus. Le héros réfléchit. Il savait que ces poissons aimaient par-dessus tout la lumière du jour. Hachichiki fabriqua une torche, car celle-ci était capable d'emprisonner le jour autour d'elle. Puis, il partit en mer. Il s'aperçut alors que tous les poissons restaient autour de lui, volant en cercle, plongeant, sautant au-dessus de lui. Et Hachichiki put en capturer un très grand nombre. Les hommes de Futuna ont dû s'adapter à une terre très inhospitalière. Le relief de l'île est constitué de multiples falaises de différents niveaux, aux parois souvent abruptes. Pour se déplacer dans l'île ou d'un village à l'autre, les habitants ont dû ainsi installer aux endroits infranchissables des échelles de bois ou de lianes. Il faut les entretenir régulièrement du fait des éboulis ou des orages qui les endommagent souvent. Roland habite le village d'Harold Bay. Son fils, Reynaldo, est maintenant en âge d'apprendre les pratiques de son peuple. Ces traditions conditionnent la survie de l'île. Elles concernent les méthodes de pêche, d'agriculture ou la fabrication des maisons. Chaque famille vit au milieu d'une clairière très bien entretenue qui marque la séparation avec la forêt qui demeure un lieu inquiétant. Cet espace domestique fermé est considéré comme un lieu féminin. On n'entre uniquement dans la maison que pour y dormir ou s'abriter de la pluie, et un étranger n'y pénètre jamais. Les hommes qui n'appartiennent pas à la famille ne s'y rendent jamais seuls. Il est très malvenu pour un visiteur masculin de déambuler à proximité. Avant la colonisation, les maisons étaient basses et longues. Elles étaient surmontées par un toit de feuilles entremêlées qui descendait jusqu'au sol. Elles avaient la propriété de bien adhérer à la terre pour résister aux cyclones. À chaque saison correspond une pêche ou une culture particulière. C'est aux hommes que reviennent certaines tâches, comme la pêche. Bientôt, les poissons volants seront présents près des côtes de Futuna. On sort et on répare le matériel nécessaire à sa pêche. Le cochon, dans la tradition des îles, est loin de n'avoir qu'une fonction alimentaire. Une légende raconte qu'à l'origine, les cochons étaient des pierres précieuses. Elles se trouvaient sur des pirogues qui dérivaient sur l'océan. Quand ces pirogues touchèrent terre, par magie, ces pierres précieuses se transformèrent en cochons. Les cochons sont élevés essentiellement dans un but sacrificiel. On leur arrache les canines supérieures pour que les défenses inférieures poussent de façon démesurée, de manière à former un cercle. Ces cercles de dents sont ensuite considérés comme des objets sacrés qui permettent d'honorer les dieux.
Les hommes de Futuna n'ont pas oublié les premiers gestes des anciens pour s'éclairer. On fabrique encore de façon traditionnelle la torche qui permit au demi-dieu Hachichiki d'emprisonner le jour. Longue de près de 3 mètres, la torche est constituée de feuilles de cocotier séchées. Elles sont attachées par des sangles végétales qu'il faut soigneusement lier à intervalles réguliers. Comme dans la plupart des îles du Pacifique, les crabes de cocotier vivent en grand nombre parmi les cocotiers et le long des plages. Ce sont des bêtes impressionnantes, aux pinces puissantes, capables de décortiquer les cocos. Dissimulés sous les rochers, il est très difficile de les attraper le jour. La torche permet de s'éclairer. Elle va aussi effrayer les crabes et les enfumer, les forçant ainsi à s'extraire de leur cachette. Une fois le crabe attrapé, reste à l'immobiliser. Il faut être très prudent, même si l'animal est très lent, il est capable de broyer un doigt très facilement. D'une main, Roland immobilise l'animal sur le dos. De l'autre, il écarte tout danger en lui nouant les pinces à l'aide d'une mince liane. Selon la saison, il est arrivé à Roland de capturer plusieurs dizaines de crabes en une seule nuit. Contrairement aux autres Mélanésiens, les habitants de Futuna demeurent très attachés à la mer. Dans leur langue et leurs pratiques, ils montrent des origines polynésiennes. Ils ont gardé une grande maîtrise dans la construction des canaux. Les pirogues de Futuna sont spécifiques du fait de la hauteur de leur bord. Pour mieux résister aux vagues, elles possèdent des planches supplémentaires cousues et étanchéifiées avec de la fibre de coco. Le vieux Tafolwa chante les exploits passés des pêcheurs qui l'ont précédé. Il honore également la mémoire de pêcheurs perdus en mer. En vue de la pêche aux poissons volants, Roland vient regarder l'état de la mer.
Comme chaque jour, une longue marche est nécessaire aux habitants de l'île. Il va falloir grimper du bord de mer à une altitude de plus de 600 mètres. En haut de la grande falaise se trouve le jardin de l'île où poussent les taros. Il existe différents chemins défrichés par les hommes pour escalader la falaise. Il arrive qu'un arbre tombe en travers ou qu'un pan de falaise soit effondré. Il faut sans cesse l'entretenir et reconstruire de nouvelles échelles aux endroits devenus infranchissables. Roland connaît bien la terre de ses ancêtres. Depuis son enfance, son père lui a appris ces techniques d'escalade. Chaque geste est important, car la moindre erreur pourrait provoquer la chute et un accident mortel. Les habitants ont toujours su respecter cette terre. Elle est l'expression de leur liberté et elle les protège. Il faut remercier les génies. Ils ont permis aux hommes de vivre en harmonie avec une nature difficile. Pour les habitants de Futuna, la forêt est un lieu enchanté. Comme dans toutes les îles de l'archipel, la croyance en un monde surnaturel est très développée. Tous les chemins sont habités par des esprits inquiétants. Il y a les tamates, qui sont les esprits d'ancêtres décédés. Il y a les vuis, qui sont des esprits incorporels qui n'ont jamais été des hommes. Ce sont des puissances magiques, dangereuses ou protectrices, qui enveloppent et habitent le paysage. Parfois, ces esprits prennent la forme d'une roche. La plante du taro se cultive toujours à une altitude de 200 ou 300 mètres. La grande falaise est en fait un très ancien volcan. Il culmine à plus de 600 mètres, mais la terre de son ancien cratère est d'une exceptionnelle fertilité. Bien protégée des cyclones,
ce jardin présente l'avantage d'être peu sensible aux années de sécheresse. Le taro est une plante dont on consomme la racine. Celle-ci se trouve enfouie à environ 50 cm de profondeur. Le taro est la base de l'alimentation de l'île. Il sera cuit au feu de bois, cuit à l'étuvée ou bien réduit en pâte et imprégné de lait de coco. Il sert aussi de monnaie d'échange. Contre lui, on peut obtenir du cochon, du poisson ou bien rembourser ses dettes. Culture et récolte se pratiquent tout au long de l'année. C'est une culture facile, presque naturelle, qui demande peu de travail. Mais le cultivateur doit tout de même replanter immédiatement chaque plant arraché pour s'assurer ainsi une récolte continue. En prévision de la saison de pêche suivante, on confectionne des pièges à langoustes. Pour cela, il faut couper les racines d'un arbre étrange, le pandanus. Une partie de ces racines présente la particularité d'être aérienne. Partant de la branche, elles rejoignent la terre quelques mètres plus bas. Un ancien montre à Roland comment confectionner la nasse. À Futuna, tout le savoir est détenu par les anciens. Ils sont les gardiens vivants de ce que l'on appelle la coutume. La coutume est d'abord une mémoire. Elle entretient le souvenir des mythes fondateurs, offrant ainsi à chacun le sens de ses origines. La coutume organise aussi toutes les activités sociales et religieuses des habitants de Futuna. Lorsqu'un homme prend une épouse, lorsqu'il construit une maison, entreprend de cultiver un champ ou fabriquer une nasse, il doit le faire selon des règles bien établies qui ne sont écrites nulle part, mais transmises de génération en génération. La coutume est ainsi une sorte de code civil auquel chacun doit se soumettre pour maintenir l'équilibre de la communauté. Le tressage de nattes ou de pièges est très répandu à travers le Pacifique. Les écosses tirées des racines du pandanus sont tressées de façon à former une cage. L'entrée forme une sorte d'entonnoir. L'animal, une fois entré à l'intérieur, ne trouvera plus la sortie. Autrefois, pour la pêche aux poissons volants, les pêcheurs devaient embarquer avec plusieurs torches de feuilles de palmier. On utilise maintenant des lampes à pression. La pêche est soumise à des conditions strictes comme le sens du vent, l'agitation des vagues ou la position de la lune. On ne pêche jamais pendant la pleine lune. Il y fait trop clair et la lampe du pêcheur n'attirerait plus les poissons. La lampe à pression est ensuite fixée sur un mât avant de mettre la pirogue à l'eau. Attirés par la lumière, les bancs de poissons volants demeurent à une certaine profondeur sous la pirogue. Ce n'est que lorsque de nombreux requins se mettent en chasse des poissons que ceux-ci apparaissent à la surface en prenant la fuite. Roland doit alors s'en saisir avant qu'il ne soit dévoré.
En équilibre instable sur la pirogue étroite, il faut parfois saisir les poissons au vol comme des papillons. C'est un jeu de rapidité, d'adresse et de patience. Il est arrivé à Roland d'en pêcher plus d'une centaine en quelques heures, mais les bancs sont mobiles et tout à coup, les poissons peuvent disparaître. Cette pêche est la survivance des tout premiers temps où les hommes ont commencé à habiter cette terre. Comme Roland, ils ont su tirer de la mer de nouvelles ressources, explorant sans cesse ce que leur île pouvait leur offrir. Une nouvelle saison s'annonce, celle de la pêche à la langouste. On ne pêche la langouste qu'après la saison des poissons volants. Ici, aucune loi officielle n'impose le respect et la préservation des ressources naturelles. Elle est régie par la coutume. Forgée au fil du temps par des hommes qui ont appris d'une nature hostile qu'elle était capable de leur offrir ce qu'elle a de plus précieux. On pose la nasse à marée basse. Elle est ensuite maintenue au sol par de grosses pierres pour l'empêcher d'être emportée par la marée. Un appât, comme un coquillage brisé, sera ensuite disposé à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à attendre que les bons génies de la mer soient favorables. Roland, avec le vieil homme, le leur demande, en invoquant les esprits de leurs ancêtres. Ainsi va la vie sur la terre du Grand Rocher, où depuis toujours, les hommes, la forêt, la mer et les dieux ne forment qu'une seule et même nature.